Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flotte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro hors série d'été d'Inspiré de faits réels, hors série où on change un petit peu la formule. On avait sorti un premier épisode au 1er juillet dans lequel on parlait de films d'horreur plus ou moins horrifiques, avec été ou summer dans le titre. On vous avait fait une petite sélection et on revient aujourd'hui avec un deuxième hors-série, une deuxième petite sélection de films toujours liés à l'été, puisque cette fois, on va parler de films de plage, de films qui se passent au soleil, de films qui se passent en vacances. Mais avant ça, on avait un petit rectificatif à faire vis-à-vis du hors-série du 1er juillet qui concerne Summer of 84. Ouais, exactement, c'est complètement ma faute. En fait, généralement, je me renseigne pas mal sur les films avant d'en parler. Là, en l'occurrence, celui-là, je m'étais pas énormément renseigné, ce qui m'arrive assez rarement. Et j'aurais dû parce que un de nos auditeurs nous a fait remarquer que j'avais dit une grosse bêtise. J'ai complètement corroboré, j'ai complètement corroboré aussi. Et à la rigueur, toi, tu es plus excusable parce que c'est pas le film que t'étais censé chroniquer, donc tu t'étais pas renseigné dessus. En l'occurrence, moi, j'aurais vraiment dû me renseigner avant. En fait, j'avais dit que le film était sorti, je crois, un an après Stranger Things, et que du coup, ça se ressentait, puisque donc Summer of 84, c'est un film qui rend hommage donc aux années 80, avec vraiment une esthétique très très 80s. Et donc forcément, moi, qu'est-ce que ça m'évoque à ce moment-là? Ça m'évoque la vague de nostalgie dont je suis pas très très friand, qu'il y a sur Stranger Things. Donc on avait un peu critiqué le film, j'avais été un peu moins dur que toi, Charles, je me souviens. Ouais, bah globalement on n'avait pas trop aimé, mais on lui a fait un faux procès en tout cas. Voilà, on lui a fait un faux procès en disant que, en gros, il surfait sur la vague initiée par Stranger Things, ce qui est en fait faux. Je me suis renseigné, je suis tombé sur un article dans lequel le collectif RKSS, donc qui a réalisé le film, expliquait que il travaillait en fait déjà sur ce film quand la série de Netflix Stranger Things a été mise en production, et qu'ils ont justement eu un petit peu peur qu'on leur fasse ce procès-là que nous malheureusement on leur a fait. Donc voilà, on voulait rectifier ça. Summer of 84, l'idée était née bien avant, et en fait le collectif RKSS avait déjà sorti un film auparavant qui s'appelait Turbo Kid, et qui était déjà en fait un hommage nostalgique aux années 80. Après voilà, nous avec Charles, on n'est pas forcément très sensible à cette esthétique-là, donc forcément je suis pas sûr qu'on regardera Turbo Kid. Mais en tout cas, on voulait préciser ça. On voulait quand même rappeler que ce n'est pas un film qui surfe allègrement commercialement sur la vague Stranger Things, mais plutôt en fait l'œuvre d'un collectif qui a juste une passion pour les années 80 et pour son esthétique, et qui le transmet dans ses films. Tout à fait. En fait, je suis tombé sur un article de Mad Movies qui expliquait que c'est un film qui est passé de studio en studio un petit peu. En fait, le script a été présenté à pas mal de studios de production, qui s'est fait apparemment recaler à plusieurs reprises, pour finalement se voir produire, du coup peut-être en pleine vague Stranger Things. Donc c'est un film qui en fait a été écrit, surtout, et c'est ça qui est important, c'est un film qui a été écrit avant Stranger Things et qui a eu quelques galères auprès des studios. Donc voilà, ça change pas notre avis sur le film, mais ça méritait complètement d'être précisé. Pour ce qui est des films du jour, du coup, des films de vacances, on vous a fait une petite sélection et on va attaquer avec le plus évident d'entre eux, le plus connu, le film culte, parce que, un peu comme... alors pas tout à fait, beaucoup plus culte que Souviens-toi l'été dernier, la dernière fois quand même. Là, on va attaquer par Jaws, on va attaquer par Les Dents de la Mer, tout simplement parce que... alors déjà, film culte de vacances, de plage, film aussi qui va servir de matrice à beaucoup des films dont on va parler après. Donc ça me semblait pas mal de le mentionner en préambule. Donc Les Dents de la Mer 1975, écrit par Peter Benchley, qui va se spécialiser d'ailleurs dans les films de requins, qui va même écrire des documentaires sur les requins, et Carl Gottlieb qui écrira quant à lui les suites de Jaws, réalisé par un jeune Steven Spielberg, je crois qu'à l'époque il a 28 ou 29 ans. Ça en est frustrant de le dire comme ça. Steven Spielberg avait notre âge au moment où il a réalisé Les Dents de la Mer. Il avait 2 ans de moins que moi, Charles. Ah ouais. Quand il réalise Les Dents de la Mer. Ouais, c'est voilà. C'est frustrant. C'est frustrant de talent. Le film dure 2 heures. C'est son deuxième long métrage, à Steven Spielberg. Si on exclut du coup, je sais plus si on exclut, si on intègre Duel.
C'est un film de l'ère pré-Amblin. Et donc l'histoire, vous la connaissez, hein, on est en plein mois de juillet. Martin Brody, qui est joué par Roy Scheider, découvre le corps mutilé d'une femme et attribue cela à une attaque de requins. Il est nouveau dans la police locale, il vient de New York, et va finalement se ranger derrière l'avis du médecin légiste et conclura à un accident. Sauf que les accidents s'enchaînent, et cette fois, le requin est bien vu par la population. S'engage alors un bras de fer entre Brody, qui est soucieux de la sécurité de la population et qui a son travail à cœur, et le maire, enfin le conseil municipal, qui veut laisser les plages ouvertes pour les festivités du 4 juillet, le 4 juillet, la fête nationale américaine. Un expert est dépêché sur l'île, confirme qu'il s'agit d'un requin et pas d'un petit, et à partir de là, une chasse s'engage. C'est un film... Oui, vas-y. Le film se passe donc le 4 juillet, hein, c'est ce que tu Alors, disais. autour, au début, avant tu et disais après. Août. Ah, au début, tu pardon. disais que c'était au mois d'août, c'est pour ça que je non, comprenais. c'est en plein mois de juillet, c'est en plein mois de juillet. Le film se passe un peu avant et un peu pendant, et je crois un petit peu après le 4 juillet. Donc c'est un film qui va servir de matrice, tout simplement, à beaucoup d'autres, et qui va ouvrir la voie à toute une exploitation des dangers sous-marins, on pourrait dire, qui vont donner des films dont on va parler après. C'est un film, je trouve, alors c'est un film perso que je regarde, je crois que ces 4-5 dernières années, je l'ai regardé tous les étés. Je l'ai regardé. Ah ouais, quand même. Ouais, je l'ai regardé tous les étés. C'est un peu ton Love Actually de l'été. c'est un peu mon Love Actually de l'été. C'est vrai, ouais. Je le regarde en août et je m'étais même fait un petit kiff l'an dernier, je l'avais regardé sur une piscine. J'avais pris une tablette et je m'étais mis sur une bouée et je l'avais regardé dans une piscine. Ça m'a pas fait plus peur. Ça a pas marché autant que je l'aurais voulu. Mais ouais, c'est mon petit film d'été sur lequel je reviens souvent au mois d'août. Parce que c'est un film que je trouve, en dehors de son caractère culturel, on pourrait revenir sur tout un tas de choses, mais on va pas le faire. Là, le but, c'est juste d'introduire rapidement sur le film. Il y a des qualités esthétiques, évidentes, mais c'est aussi et surtout symbolique au niveau du bras de fer qui va se passer entre Brody, qui préfère mettre à l'abri la population, quitte à faire de la mauvaise publicité à la ville, à faire fuir les touristes, parce que c'est une ville qui vit et qui survit essentiellement grâce au tourisme, et quitte à ralentir l'économie locale. Et ça en fait un film en fait qui est toujours extrêmement actuel, de se poser la question, est-ce qu'on fait passer l'humain avant l'économie? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir quelques victimes pour maintenir une fête et pour maintenir l'économie d'une ville à flot? Je sais que j'ai vu passer quelques tweets bien sentis qui expliquaient, qui faisaient un rapprochement au moment de la reprise des activités, pendant le confinement, entre la situation actuelle et le dilemme qui se pose dans Les Dents de la Mer. Et c'est en ça que le film est, je pense, devenu culte, outre ses qualités esthétiques, c'est que c'est un film qui en fait est encore très actuel et qui posait déjà des questions en 75 qui méritent toujours d'être posées aujourd'hui. Toi, c'est un film que t'as vu aussi, Mathias? Que j'ai vu, mais que je n'avais en fait jamais vu avant de préparer cette émission, étonnamment. C'est vrai que c'est un film culte, que tu le disais, mais je sais pas pourquoi, j'étais toujours passé à côté. Je m'étais jamais dit, tiens, je vais prendre le temps de regarder Les Dents de la Mer. Et là, ils ont sorti un nouveau Blu-ray 4K, je sais pas si tu as vu, je crois le 35e anniversaire, du coup. Ah d'accord, non, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était je sais pas s'il est toujours, mais l'été dernier, du coup, quand je l'avais vu, il était sur Netflix. D'accord, bah là, du coup, j'ai vu ça, en fait, je me baladais tout simplement à la Fnac et j'ai vu cette magnifique édition, vraiment, il est très très beau. C'est un steelbook bleu superbe, donc je me connais mon amour pour les trucs qui sont bien achalandés. Et les trucs qui brillent, tiens, les Blu-ray qui brillent. Du coup, j'ai vu, tiens, le Blu-ray des Dents de la Mer est très joli, je n'ai jamais vu Les Dents de la Mer, achat compulsif, je l'ai acheté, du coup, je l'ai regardé. Ah bah t'as bien fait. Ah oui, bah je ne regrette absolument pas, et surtout que là, c'est la version 4K restaurée, donc j'ai pu le découvrir dans de bonnes conditions, sur un bel écran, avec justement de belles images, et j'ai vu à quel point pour un film, je veux dire pour un film de 75, mais non, c'est toujours eu des films très très bien faits, même à toutes les époques. Mais là, vraiment les plans de nuit restaurés, où on voit la mer qui luit sous la lune avec les étoiles, c'est sublime. D'ailleurs, plan qui va être récupéré dans plein de films pour nous montrer la mer la nuit. Donc non, j'ai vraiment bien aimé ça, et surtout j'ai adoré l'ambiance de la ville d'Amity. Dans l'épisode précédent, je parlais de Souviens-toi l'été dernier, où ce qui m'avait le plus plu, au-delà des acteurs et du côté vraiment slasher 90s profond du film, ce qui m'avait plu dans Souviens-toi l'été dernier,
premier, c'était cette ville dans laquelle on a l'impression de connaître ses recoins, de s'y balader, de vraiment, voilà, comme si on y vivait depuis un an et qu'on arrivait très bien à savoir où on allait. Ouais, il y a un sentiment de décor vivant, de décor très vivant. C'est ça. Ouais. On est à la maison à Amity, et on a la maison tout en n'aimant pas spécialement sa maison toujours, puisque à Amity on a justement ce maire ripou, on a ces commerçants inquiets, cette tension qui monte. Mais bon, on se balade quand même dans ce petit village avec ses petites façades blanches, avec son festival pour le 4 juillet. Et du coup, j'étais presque déçu quand on a quitté justement dans le dernier tiers du film Amity pour aller en mer. Donc voilà, parce que j'étais très attaché à Amity. Et je pense que si j'ai eu la sensation d'être à la maison aussi rapidement à Amity, c'est parce qu'en fait, alors que j'avais pas vu le film, j'y avais déjà mis les pieds auparavant à Amity. Parce que, mais pas, je te parle pas métaphoriquement, ça littéralement, j'avais mis les pieds à Amity. Parce que je suis allé pendant un voyage au Japon que j'ai fait, j'étais allé à Universal Studios à Osaka. Et il y a une zone, les Dents de la Mer, avec l'attraction Jaws. Et donc du coup tu as l'attraction où tu fais le tour en bateau, tout ça c'est rigolo, il y a le requin qui t'attaque, mais surtout il y a toute une zone qui est une reproduction d'une partie de la ville d'Amity. Alors autant l'attraction est fun mais a vieilli, etc. Mais en fait j'avais adoré l'ambiance dans cette partie du parc, et je l'avais un peu oublié, ce qui est étonnant puisque c'était il y a quand même, ça doit être juste il y a 1 an et demi, tu vois, que j'y étais. Et là en fait en lançant les Dents de la Mer, je me suis fait mais oui c'est ça, et je me suis rappelé aussi, ça m'a évoqué les bons moments que j'ai passés dans cette partie-là du parc à Universal, et donc voilà j'ai été vraiment très très à l'aise dans cette ville qui vraiment est chaleureuse malgré toutes les tensions qui vont y apparaître au fur et à mesure du film. Ouais. C'est un film qui a gagné 3 Oscars quand même. Meilleur montage, meilleure musique et meilleur son. Donc, ce qui est rare pour des films d'horreur, je crois, de gagner des Oscars. C'est très très rare. C'est très très rare. Le dernier que j'ai en tête, c'était Get Out de Jordan Peele qui avait eu l'Oscar du meilleur script, mérité. Mais c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, de Milos Forman qui va emporter le meilleur film cette année-là. Donc ouais, film culte, film qui est, je me suis fait la réflexion quand j'écrivais le petit synopsis, qui est dur à spoiler parce qu'il est tellement culte que même si vous l'avez jamais vu, en fait, d'une certaine manière, vous l'avez déjà vu. Ah, ça a tellement été repris, ouais. C'est incroyable. C'est vrai que j'ai vu pas mal de films. J'avais vu pas mal de films, mais pas les Dents de la Mer, et en fait, en regardant les Dents de la Mer, je me suis dit, mais oui, quasiment tous les plans ont été repris dans d'autres films, c'est assez incroyable, quoi. Il s'est fait voler toutes ces non, scènes. il a inspiré. Oui, D'ailleurs, Spielberg, on va le voir et on va conclure là-dessus. Spielberg n'a pas forcément fait interdire, c'est-à-dire qu'il a calmé le studio. Je crois que c'est Universal qui produisait. Il a calmé Universal sur leur volonté d'interdire les films qui s'en inspiraient derrière, ou même la petite borne d'arcade qu'on va voir justement par la suite. On en a fini avec cette introduction ? Oui, passons au premier film j'allais dire non culte, mais si, il a quand même gagné un petit culte, le film dont on va parler tout de suite. Deuxième film, du coup, de notre petite sélection, et vous allez voir qu'il a un lien direct avec les Dents de la Mer. Il s'agit de Piranha de 1978 de Joe Dante, et on va faire un petit tandem, hein. On va faire un petit tandem. On va vous parler de Piranha de 78 et de Piranha 3D de 2010 d'Alexandre Aja. Qui est absolument pas un remake. Qui est pas un remake, ouais, c'est vrai. Précisons-le, quoi. Ils ont le même titre, quasiment, mais c'est pas un remake. C'est pas un remake. Donc, Piranha 1978, réalisé par Joe Dante, dont c'est le 2e long métrage, et je crois le premier où il est seul derrière la caméra. Il était aussi très jeune, hein, comme Spielberg 3 ans plus tôt pour Les Dents de la Mer. Joe Dante était assez jeune. C'est écrit par John Sayles, avec qui Joe Dante va retravailler plus tard, puisque c'est John Sayles qui va écrire Hurlement, notamment. Et c'est produit par Roger Corman via la News World Pictures. Pour ce qui est du synopsis, après la disparition d'un couple de randonneurs, Maggie, alors ça, je sais même plus comment ça se prononce, Maggie, je crois que c'est McCune, qui est jouée par Heather Menzies, est agente dans le renseignement, et elle est envoyée en fait pour retrouver le jeune couple de randonneurs disparus. Elle rencontre près du lieu de leur disparition un homme, Paul Grogan, en instance de divorce, alcoolique, qui vit seul dans un petit chalet. Ils découvrent ensemble une sorte de base militaire avec un bassin, décident de vider le bassin dans le fleuve, hein, pour vérifier que les corps du couple ne se trouvent pas dedans. Quelle erreur ne font-ils pas ? Le bassin était rempli
de piranhas mutants qui menacent désormais de massacrer les baigneurs du coin alors qu'on est en plein été et que tout le monde se baigne. C'est un film qui va énormément emprunter aux Dents de la Mer dans sa structure. Déjà, dès le synopsis, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ça va énormément emprunter, comme beaucoup de films en fait, comme beaucoup de films d'exploitation qu'il va y avoir après Les Dents de la Mer. Sauf que dans la catégorie, on va dire, des films de série B, celui-là s'en sort particulièrement bien, et il s'en sort suffisamment bien pour avoir été ensuite adoubé par Steven Spielberg himself. On va avoir, donc comme je le disais, des choses un petit peu similaires. On avait un trio atypique dans Les Dents de la Mer, en la personne du garde-côte, le scientifique et un chasseur un peu ivrogne sur le bateau. Là, on va avoir un duo atypique, un peu de la même manière qu'on avait le trio dans Les Dents de la Mer. Donc du coup avec Maggie et Paul, qui n'ont pas grand-chose en commun et qui vont devoir s'unir, travailler ensemble pour essayer d'endiguer la bêtise qui a été d'avoir vidé le bassin dans le fleuve. Donc comme je disais, c'est un film de série B qui s'inscrit dans tout ce que va engendrer Les Dents de la Mer, mais là on est sur un film qui se détache suffisamment quand même de son modèle original pour avoir quelque chose à apporter, et notamment pas mal de scènes sous-marines, pas mal de scènes où on va avoir des petits piranhas animés, pas en images de synthèse. Il y avait des modèles en caoutchouc qui ont été créés notamment pour animer le petit banc de piranhas. Le film s'ouvre pas totalement, c'est la deuxième scène, sur Maggie qui joue à la borne d'arcade Shark Jaws, donc qui était une borne d'arcade qui était produite par Atari en 75 pour surfer sur le succès des Dents de la Mer. C'est considéré comme une des premières adaptations d'un film en jeu vidéo, sauf que il n'en avait pas du tout les droits, et c'est pour ça que la borne d'arcade s'appelle Shark Jaws et pas Jaws, pour éviter d'avoir des soucis avec Universal. Comme je disais, Steven Spielberg va lui-même dire que c'est sans doute un des meilleurs films, si ce n'est le meilleur film, qui va découler des suites des Dents de la Mer, ce qui va d'ailleurs donner une collaboration entre Joe Dante et Steven Spielberg, puisque la société de Spielberg va produire par la suite Joe Dante sur l'aventure intérieure, Gremlins notamment. Donc ça va aussi permettre de voir naître cette collaboration-là. C'est un film, grosso modo, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que c'est un film qui a l'intelligence d'être clair dans ses enjeux, d'être assez simple, finalement. Je garde en exemple notamment, je sais pas pourquoi en particulier, mais je trouve que c'était assez éclairant, le fait que le fleuve il va avoir des points d'arrêt où ça va être grosso comme des écluses qui vont filtrer le fleuve, et évidemment ils vont fermer un de ces endroits pour éviter le passage des piranhas, et là il pointe du doigt une carte en disant oui mais regardez, le fleuve en fait il est plus complexe que ça, il y a un embranchement qui permet de rejoindre le fleuve principal en passant par là, et du coup ils ralentissent, on va dire, la progression des piranhas, mais de manière claire, c'est-à-dire que on n'est pas, je sais pas toi, je sais pas la sensation que t'as eu, mais on n'est pas perdu. Je trouve que pour un film comme ça d'exploitation, un film de série B, il est particulièrement agréable à suivre. Il a une progression particulièrement fluide, et ouais, non, grosso modo c'est un film que j'ai plutôt beaucoup aimé. Moi j'ai passé un bon moment aussi devant Piranha. C'est vrai que pareil, tu vois, c'est comme Les Dents de la Mer, c'est un de ces films que je n'avais pas vu, et j'ai été surpris évidemment, surpris. Je savais que c'était un film d'exploitation, donc j'ai pas été totalement surpris non plus, mais il y a vraiment des plans qui sont quasi identiques aux Dents de la Mer. C'est assez marrant. Mais non, j'ai passé un très bon moment devant. Je trouvais que c'était très très divertissant. Bon, en même temps c'est ce qu'on attend d'une production Roger Corman à l'époque. C'est-à-dire c'est de refaire les grands films type un peu blockbuster avec je sais pas, genre 10 fois moins de budget. Je crois que c'est littéralement ça dans ce cas-là. C'est ça. C'est littéralement 10 fois moins de budget. En gros, ce qui se passe, c'est Roger Corman qui va dire au jeune Joe Dante, tiens, ce film-là, il a marché, refais-le en moins cher. C'est exactement ce qui se passe. Et tu le disais, c'est vrai que normalement, les studios ont tendance à vouloir bloquer ce genre de choses parfois, et que c'est Steven Spielberg qui avait dit non, mais laissez-le. C'est pas exactement la même chose. Je crois qu'il me semble que Steven Spielberg avait justement appuyer le fait qu'il y avait ce film qui était en train de se faire avant même qu'il sorte en fait. Ouais. Pour dire non mais c'est pas une concurrence directe, laissez-le, et justement derrière il l'a considéré comme un des meilleurs rip-off des Dents de la Mer qui a été fait. Et je suis assez d'accord. Et le côté rip-off, tu le ressens à d'autres moments. Je sais pas si t'as remarqué ça aussi, mais Dick Miller, donc l'acteur qui joue le patron de la plage privée à la fin. Oui.
Je lui trouve vraiment des faux airs de Murray Hamilton, le mec qui joue le maire d'Amity. Complètement. Je suis allé vérifier sur Wikipédia pour voir si c'était pas le même acteur, parce que vraiment, je me disais, non, mais attends, il a pris le maire d'Amity pour jouer dans Piranha. Et non, c'est juste qu'il a pris un mec qui lui ressemble beaucoup. Donc ça va jusque-là, quoi. Il y a des trucs comme ça. Mais au-delà de ça, je trouve que En dehors des Dents de la Mer, ça reste un film qui est très sympathique et que je pourrais revoir avec beaucoup de plaisir. Ouais, et qui alors il fait des trucs ce film que beaucoup d'autres films n'osaient pas forcément faire. Par exemple, s'attaquer aux enfants. Oui, tout à fait, c'est vrai que est-ce que t'as été étonné de cette scène toi aussi? En fait, pendant tout le long du film, je me suis dit attends, mais c'est un film quand même qui se revendique pas comme quelque chose de vraiment ultra violent, ultra subversif, tu vois. Donc je me disais bon, ils nous mettent la menace des enfants qui risquent de se faire bouffer par les piranhas, mais ils vont pas le faire. C'est ils ça, vont trouver une exactement. solution à la dernière minute, le héros ça va rester un truc lointain, un horizon. Genre peut-être il y en a un qui va vite fait se faire mordiller une jambe et puis en fait ils vont réussir à tous les sauver. Non, pas du tout. Et j'avoue que ça, j'étais un peu surpris. Je me disais, ah ouais, ils sont allés jusque-là quand même. C'était vraiment vénère. Ouais, non, c'est vrai que c'est un film qui ose pas mal de choses et qui remet aussi en débat, on va dire, l'implication militaire cette fois, hein, puisque je crois que si je dis pas de bêtises, les piranhas mutants ont été créés pour la guerre du Vietnam. Ils devaient être envoyés au Vietnam. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que d'après ce que j'avais lu comme anecdote sur le film, c'est que Joe Dante s'était fait prêter des jeeps militaires pour le film en leur disant non, mais vous inquiétez pas, on va montrer une bonne image de l'armée, alors qu'en fait... Il a pitché un faux film. Il a pitché un faux film où l'armée, je crois, devait sortir vainqueur d'un combat contre des méchants piranhas. pas du tout ce qui se passe dans le film. Ah non, puis l'image de l'armée que ça renvoie, c'est quand même pas du tout la même chose. Ouais. Et d'ailleurs, on a un trio, du côté davantage des méchants, on a un trio un peu politique, scientifique, militaire, où là, pour le coup, tout est un petit peu mis, enfin, scientifique, la scientifique est à la solde des militaires, hein, c'est une scientifique militaire, mais où tout est un peu mis, pour le coup, dans le même sac, en mode... Non mais ça c'est toutes les personnes sceptiques qui veulent que tout continue coûte que coûte sans informer la population ou parce qu'il y a un secret défense derrière. Donc ouais non chouette film, chouette production qui va donner d'autres films à son tour. Même si ce n'est pas un remake en tant que tel, puisque en 2010 sort Piranha 3D de Alexandre Aja. Alors là, tu l'as vu toi aussi, Mathias, si je dis pas de bêtises? Je l'ai vu et je me suis pas mal marré devant. Après, on va en reparler, c'est quand même très très con et ultra beauf, mais c'est l'ADN même du film, puisqu'en fait, le Piranha 3D n'est pas un remake de Piranha, mais comme Piranha, il va beaucoup emprunter aux Dents de la Mer, mais surtout, il emprunte énormément à tout le cinéma d'exploitation qui est né après les Dents de la Mer. J'ai vu un espèce d'hommage à tous ces films de série B un peu fauchés avec des créatures qui tuent des vacanciers. Sauf que là, comme on a du budget, on va y aller à fond sur le gore et sur les maquillages et ça fonctionne plutôt. C'est ça. Et d'ailleurs, on a un thème, globalement, de nature hostile, quand même, dans tous ces films, qui va être contrebalancé par un film dont on parlera plus tard. Mais donc oui, pour ce qui est de Piranha 3D, donc du coup réalisé par Alexandre Aja, écrit par Josh Stolberg et Peter Goldfinger, mais apparemment largement remanié par Alexandre Aja et Grégory Levasseur, produit par Dimension Film et la Weinstein Company. Au casting, on retrouve Adam Scott, Elizabeth Shue, Jerry O'Connell, Ving Rhames et Christopher Lloyd. Donc un gros casting. On est d'accord, un casting de blockbuster. Donc film qui n'est pas du tout un remake de Piranha de 78, mais qui s'en inspire largement. Pour ce qui est du pitch, on est à Victoria Lake, cette fois en Arizona. Une grande quantité d'étudiants vient fêter le spring break. Tout le monde est en vacances quand un tremblement de terre ouvre une faille dans un point d'eau de la région et libère des centaines de piranhas préhistoriques qui vivaient jusque-là dans une poche d'eau souterraine. En parallèle, Jake est chargé par sa mère, qui est aussi shérif de la ville, qui est joué par Elizabeth Shue, de garder son petit frère et sa petite sœur, mais il va désobéir, tenez-vous bien, pour assister au tournage d'un film pornographique sur un bateau, sur lequel il entraîne aussi son crush. Meilleur plan, on est d'accord. Voilà, donc quand je disais qu'on était sur un film qui déjà part sur des bonnes bases de beaufry, voilà, déjà il y a ça, vous allez retrouver des plans sur des poitrines
féminine tout le long du film, et vraiment, tu le disais qu'on enregistre, je trouve cette formule très bonne. En fait, les personnages sont résumés à des paires de seins. Oui, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer, c'est que au-delà des, on va en parler de ce qu'on a aimé ou pas aimé dans le film. Il faut savoir, quand même que c'est un film qui parfois, va complètement s'attarder longuement, de manière très 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 lascive sur des corps féminins. Et surtout sur les poitrines, et ne va pas contrebalancer ça d'ailleurs. C'est un truc que j'avais noté, c'est que on va pas voir vraiment des beaux mecs, torse nu sur la plage ou ailleurs. Ça va pas être contrebalancé par autre chose. C'est essentiellement un regard masculin, disons, sur. Ah non, mais c'est très FHM le film, tu vois. C'est un peu ça. Il y a une vraie volonté de juste sexualiser à mort tous les personnages féminins pour donner un truc qui était déjà présent en fait dans le cinéma d'exploitation de l'époque du Piranha de Joe Dante, puisque même dans celui-là qui est vraiment pas le pire pour le coup Piranha, on voit déjà des poitrines de manière gratos. Ouais, assez gratos, ouais. Ouais, en plus il y a je suis en train de me rappeler d'un moment où Maggie doit détourner l'attention d'un militaire et elle se mais c'était là où c'était quand même assez réfléchi, c'est qu'elle se demande quand même avant s'il va être attiré ou pas, parce qu'elle demande s'il est gay, par peur que sa diversion ne fonctionne pas. Ce qui n'a aucun sens, oui. Juste de faire ça, c'est déstabilisant. Voilà, c'est ça. Mais là, dans Piranha 3D, il y a même pas de justification. Voilà, c'est le spring break, les gens sont bourrés et chauds comme la braise, et du coup, il y a concours de t-shirts mouillés, il y a des meufs qui se baignent à poil, et du coup, la caméra s'atteint très longuement dessus. C'est vraiment, c'est vulgaire en fait. C'est un film qui est très vulgaire. Oui, c'est assez vulgaire complètement. Mais pour autant, c'est un film que j'ai plutôt apprécié, pour tout un tas de raisons. Même s'il y a, il y a des trucs totalement pétés, comme tous les plans qui notamment nécessitaient d'utiliser la 3D, puisque c'est un film qui s'appelle quand même Piranha 3D, et qui a tout un tas, il y a tout un tas de plans complètement pétés qui passent plus du tout aujourd'hui. Mais j'ai bien aimé la débilité naïve dans laquelle le film s'inscrit, notamment parce que c'est une pure comédie. En fait, c'est un film, il faut pas le prendre comme un pur film d'horreur, parce que c'en est pas du tout. C'est un film qui est à 100% une comédie horrifique. Une comédie horrifique plutôt très gore, d'ailleurs. Ah oui, et puis bien faite en plus. C'est-à-dire que même si les effets des piranhas et les effets 3D sont vraiment moches, c'est-à-dire vraiment même si c'était en 2010, ça a encore plus vieilli, et je pense même qu'à l'époque on trouvait ça déjà moche. Les piranhas, en tout cas, les bandes piranhas, les animations sont vraiment laides. Par contre, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est sang, tous les effets, c'est les corps à moitié déchiquetés et tout, c'est impressionnant. Genre, c'est vraiment bien fait. Et ça fait partie des choses pour lesquelles j'aime bien ce film, c'est que c'est un film qui va donner sur ce plan-là, sur le plan du gore, sur le plan de l'action, qui va donner entière satisfaction aux gens qui sont venus le voir. C'est-à-dire que jamais, ça renchérit toujours un peu dans le over the top, mais jamais je me suis dit oh ouais, j'aurais bien aimé voir ça, ou j'aurais bien aimé voir tel truc débile, parce que ça y est dans le film. Ça y est toujours, c'est-à-dire que à un moment donné, vous allez voir des flics essayer de tirer au fusil sur des piranhas pour sauver la population. Vous allez voir ça. Vous allez voir un flic qui va arracher un moteur de bateau, l'hélice va faire tourner l'hélice pour déchiqueter des piranhas. Vous allez voir tout un tas de trucs qui sont complètement over the top. Vous allez voir une meuf faire du parachute ascensionnel topless, puis se faire bouffer la moitié du corps parce qu'elle va dans l'eau, qui est tombé dans l'eau. et ça va remonter et il y aura plus la moitié basse du corps. C'est tout un tas de trucs vraiment qui en font un pur film de vacances. Et on parlait, je suis pas toujours d'accord pour dire que certains films ratés restent quand même divertissants, parce que on pourrait toujours réduire un film à sa composante divertissement. Là, en l'occurrence, Piranha 3D est un pur divertissement et n'existe que pour ça. Il n'existe que pour ça, et en cela je le trouve vraiment réussi, en plus d'être bien réalisé. Puis c'est une succession de scènes un peu gore, de scènes fun, de scènes débilos, et vraiment c'est
complètement fait exactement pour ça, Ouais. pour que les gens viennent au cinéma avec du popcorn et un grand truc de soda et rigolent vraiment à donf entre les scènes, limite papote au moment où c'est un petit peu plus chiant et enfin vraiment c'est un film qui est conçu comme un spectacle forain quoi. Il y a pas de, pour moi c'est plus un spectacle qu'un film et pour le coup je l'ai vu sur la télé et je me dis que ça aurait été marrant de le voir sur grand écran, mais limite tu vois il y a des festivals qui organisent des trucs comme ça en mode immersion, genre ils mettent des films de plage et tu les regardes sur la plage en buvant des cocktails. Ouais. Bah, c'est d'ailleurs il y avait une projection des Dents de la Mer. Je sais plus où est-ce que c'était en France, mais dans une grande piscine municipale. Bah voilà, bah typiquement, Piranha 3D, c'est le genre de film que je verrais bien là ou sur une plage en plein air le soir. C'est vraiment, on est dans le pur spectacle divertissement. Alors ultra vulgaire et ultra beauf certes, mais c'est la volonté même de réalisation de ce film d'être comme ça, d'aller dans la vulgarité, mais d'offrir surtout un truc 100% Ouais, fun. c'est ça. C'est-à-dire on a quand même, je révèle pas lequel, mais on a quand même un personnage masculin pour le coup du film qui va mourir. Ses dernières paroles vont être, attention, paroles explicit content. Ses dernières paroles vont être ils m'ont mangé la bite. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un niveau, et je sais qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs, on en parlait avant d'enregistrer. On a eu quand même un long débat d'un quart d'heure D'une demi-heure avant de commencer. sur par exemple le rapport avec La Colline à des yeux, Fast and Furious notamment, mais d'avoir le rapport avec La Colline à des yeux, donc qui est un remake pour le coup, qui est un film réalisé par Alexandre Aja, où pour le coup moi j'avais pas aimé le remake de La Colline à des yeux pour ce qu'il faisait du film original, et là j'ai bien aimé Piranha 3D justement pour ce qu'il fait de tout l'ensemble, enfin du matériau très diffus qu'est le film d'exploitation, enfin les films d'exploitation desquels il s'inspire. C'est-à-dire qu'il a pas, il a rien à rendre à une œuvre originale. Il va citer mais abondamment les Dents de la Mer. D'ailleurs, je me permets de le caler maintenant. Le premier monsieur sur le bateau, sur le petit bateau qui va se faire emporter par le tourbillon créé par le tremblement de terre, est joué par Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss qui était le scientifique des Dents de la Mer. On va avoir de mémoire comme ça, on va avoir un travelling compensé sur Elisabeth Sue, qui est calqué ou presque sur celui qu'on a sur Roy Scheider sur les Dents de la Mer, sur Jaws. Donc on va avoir comme ça que ce soit pour des éléments un peu référentiels, purement référentiels comme Richard Dreyfuss, ou un peu plus techniques pour le travelling compensé sur Elisabeth Sue, on va avoir tout un tas de choses comme ça qui font penser au film original, hein, Les Dents de la Mer, mais aussi au film d'exploitation, et en cela je trouve que ça ne trahit pas un matériau de base, et ça le transforme en quelque chose d'absurde, d'assez débile, mais de purement jouissif en fait. Et je pense que pour moi c'est le film, c'est le mot qui pourrait complètement décrire ce que je pense de ce film, c'est que c'est un film purement jouissif en fait, débilo-jouissif. Ça définit bien Piranha 3D, je trouve. On va avoir une scène aussi, je sais pas si moi celle-là, je crois qu'elle va rester en tête pendant très longtemps. Une scène sous-marine avec, je crois que c'est Duo des fleurs de Delibes, où on a des deux actrices pornographiques de films porno qui vont nager comme des sirènes, et c'est pas beau visuellement, clairement je pourrais pas qualifier ça de bon goût. Mais c'est tellement abusé d'avoir ce morceau de musique classique que vous avez déjà, c'est un extrait de l'Acme, hein, du Haut des Fleurs, vous pouvez chercher ça sur YouTube, vous aurez la musique, et vous dites oui, vous allez avoir comme ça, et vous avez le réalisateur qui filme en même temps depuis le bateau, enfin je veux dire, et qui dit des trucs du style colle ton cul, c'est ça exactement, enfin c'est over the top à un point que... Mais c'est ça en fait, j'ai l'impression que Piranha 3D, l'intention c'était de prendre tous les trucs ultra vulgos, débiles qu'on a pu avoir dans le cinéma d'exploitation qui est sorti après Les Dents de la Mer, et de les pousser au maximum. Et ça donne ce film qui du coup met les potards à fond en termes de vulgos, mais aussi d'humour et aussi de situations ridicules, mais qui deviennent super drôles, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais Piranha 3D c'est absolument jamais vendu comme un film d'horreur, plutôt comme une
grosse comédie avec des éléments d'horreur. Si, quand même. L'affiche fait référence à des films d'horreur, et c'est une comédie horrifique. C'est une comédie horrifique très gore, quoi. Et en le voyant, on se dit, c'est plus une comédie gore qu'une comédie horrifique quand on le regarde. Il y a un côté très grand guignol, quoi. Mais c'est marrant. Écoute, je te propose d'enchaîner, si tu n'as plus rien à... Oui, on a longuement parlé de Piranha et Piranha 3D. Et on va enchaîner, sur quelque chose de très différent. Comme je disais donc, quelque chose d'un peu différent maintenant, un film que je n'ai pas vu, et je vais te laisser en parler, du coup Mathias, je vais te laisser le présenter. Il s'agit de Psycho Beach Party. Sorti en 2000, assez peu connu chez nous, visiblement, moi je le connaissais pas non plus. Alors, il y a quand on prépare ce type d'émission, je l'avais déjà dit je crois quand on a fait l'émission sur les films avec été ou summer, il y a des films que j'avais déjà envie de voir de base que je me dis tiens je vais les regarder pour cette émission, et il y a aussi une phase où je vais sur Google et je cherche films de plage dont j'aurais pas entendu parler pour faire quelques découvertes. En l'occurrence sur celui-là c'est ce qui s'est passé, j'ai tapé je crois genre slasher, enfin tous les mots-clés débiles genre slasher, fantôme, plage, vraiment plein de trucs, et il y a un film qui réunissait tout ça. Et donc ce film c'est Psycho Beach Party, un film australo-américain de Robert Lee King qui n'a fait que 2 longs métrages dans sa vie, dont celui-là. Et dans ce film, on va suivre la jeune Florence Forrest, 16 ans, qui voit des mecs surfer et qui se dit tout simplement « Mais pourquoi pas moi ?» Alors on ne veut pas d'elle, elle insiste, et elle va finir par intégrer le groupe de surfeurs en tant que Chiclette, ça va être son surnom pendant le film, et en parallèle, des jeunes se font tuer sur la plage et au drive-in par un mystérieux tueur. Chiclette a des absences, elle semble aussi avoir des troubles de la personnalité, et elle commence à se demander si ce n'est pas elle, la tueuse. Ah, on a le film de son point de vue. On a le film de son point de vue. Et c'est elle qui se pose les questions quand il y a les meurtres. Exactement. Ah, c'est cool ça comme... Donc il y a ça qui se passe, et il y a aussi plein d'autres trucs qui se greffent, puisque le film est une énorme parodie de plusieurs genres de films, donc on va avoir aussi justement une petite histoire de fantôme à un moment avec une séance de spiritisme vraiment naze, mais ça se veut plutôt comme une comédie parodie de films d'horreur. C'est basé sur une pièce de théâtre off-Broadway de Charles Busch, qui joue dans ce film le rôle de la flic, de la policière qui va enquêter. Charles Busch, c'est une drag queen. Il se met souvent en scène habillé en femme dans ses pièces, notamment. Et là, dans la pièce, il jouait le rôle principal de l'adolescente, Chiclette, ce qui est un peu marrant puisqu'il a pas du tout l'âge du rôle. Et là, il s'est dit, bon, dans le film, je vais quand même peut-être jouer un personnage plus âgé. Donc il joue la policière. En fait, voilà, c'est une énorme parodie des ce qu'on appelait les beach movies des années 60. C'est toute une série de films qui est sortie dans les années 60 et début 70 où on avait du rock'n'roll californien, des filles qui dansent, donc on appelait les go-go girls, et dans ce film-là on a cette esthétique de l'époque avec des pastels partout, avec les acteurs qui sont sur jeu constamment, des personnages ultra stéréotypés, et puis ça va aussi piocher dans les slashers des années 80 avec tous les clichés qu'on peut imaginer. Donc voilà, c'est une comédie qui cherche jamais à faire peur mais surtout à divertir. Et ce qui m'a surpris quand je l'ai vu, au-delà de l'aspect comique et voilà référencé de pas mal de scènes du film, c'est le casting. Le casting est incroyable. On a Amy Adams dans un de ses premiers rôles au cinéma, 2 ans avant sa première apparition vraiment très remarquée dans Arrête-moi si tu peux. Ouais. À ce moment-là, elle sort d'un film qui s'appelle Sex Intention 2. Parce que Amy Adams a joué dans Sex Intention 2. Et à ce moment-là, elle est abonnée au rôle de peste. Et c'est ce qu'on lui donne dans Psycho Beach Party. Elle joue une lycéenne qui ne pense qu'à choper le beau surfeur de la plage. Ce beau surfeur qui est incarné par Nicholas Brendon, alors en pleine hype parce qu'il joue Alex dans Buffy contre les vampires. Et on a donc il joue un personnage qui se fait surnommer Starcat et qui va se rapprocher du personnage principal qui est incarné par une toute jeune Lauren Ambrose qui va jouer l'année suivante Claire Fisher dans la série Six Feet Under, donc le personnage principal de la série Six Feet Under. Et on a d'autres personnes qui arrivent comme ça dans le film. On a la mère de Chiclette qui est jouée par Bess Broderick, qui jouait la tante Zelda dans Sabrina l'apprentie sorcière, la série, donc celle avec Melissa Joan Hart, la première. Et on notera aussi la présence en légende du surf, un monsieur qui s'appelle Kanaka, de Thomas Gibson. Thomas Gibson qui avait déjà eu des succès à la télé avec des séries comme Dharma et Greg et Chicago Hope, mais qui va vraiment exploser quelques années plus tard en 2005 avec Esprit criminel, puisque c'est lui le chef d'Esprit criminel. Donc je disais Thomas Gibson qui jouera en 2005, donc quelques années, dans Esprit criminel, c'est le chef de la brigade Esprit criminel, et là on le retrouve en
en espèce de surfeur un peu plus âgé qui visiblement a gagné des concours de surf et qui est un espèce de gourou des jeunes surfeurs de la plage. Et enfin, dans le rôle d'un jeune étudiant suédois, on retrouve Matt Kisslar qui va avoir juste après un petit rôle dans Scream 3. Donc on a plein de têtes un peu connues dans ce film, la plus connue étant évidemment Amy Adams dans un de ses premiers rôles. Ouais. Le rythme de ce film est très soutenu, parfois épuisant, on va se l'avouer, à cause tout simplement du surjeu, des grimaces, de la musique très entraînante et omniprésente, donc vraiment rock'n'roll californien à donf. Mais du coup, ça fait que même si c'est un peu épuisant parfois, on s'ennuie jamais. On est emporté par le délire. C'est un film qui est très très généreux. Ça va chercher du slasher, donc du beach movie. Il y a une scène dans une maison hantée. Il y a une espèce de petite critique d'Hollywood à travers un personnage d'actrice qui a fui les studios pour aller à la plage en mode je supporte plus. Voilà, plein de petits trucs comme ça. C'est volontairement débile par moment. C'est le propre de cette de la parodie. Surtout là on parodie un genre qui déjà à la base était très futile, le film de plage. Et le slasher des années 80, des fois il y a un message politique, mais là on prend pas du tout le message politique, c'est vraiment juste des jeunes qui se font tuer les uns après les autres. Donc voilà, je comprendrais qu'on puisse rester un peu en dehors et qu'on ait l'impression parfois que le film s'agite pour rien, voire qu'il nous crie dessus, parce que le rythme est vraiment très très soutenu, mais quand on rentre dans le délire, même sans connaître les films qui parodient, je trouve que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, tu vois, l'exemple typique, c'est que le film principalement parodié, c'est Gidget, un film de 1959, qui était justement sur une ado qui veut faire du surf. J'ai pas vu ce film, et j'ai même pas vraiment vu de beach movies des années 50-60, début 70, et d'ailleurs ça m'attire pas. Mais pourtant, j'ai passé un très bon moment devant ce film, qui est sûrement, à mes yeux, un des films de plage ultimes, vu qu'il exploite vraiment ce décor tout le temps. Quasiment tout se passe sur la plage ou dans des maisons qui sont près de la plage. Donc voilà, c'est Psycho Beach Party, je recommande, je vous recommande de tester l'expérience. Je pense que si au bout de 15 minutes vous avez vraiment l'impression que le film vous hurle dessus et que vous rentrez pas dedans, c'est pas la peine de continuer. Très honnêtement, parce que ça va être ça tout le long en fait. Mais si jamais vous accrochez et que vous rentrez dans le film sur les 15 premières minutes, je pense que derrière vous allez passer un très bon moment. D'accord, et ben écoute, très bien. Je jetterai un coup d'œil, donc plutôt une grande comédie très agitée. Exactement, c'est ça, très agitée. Et ben écoute, je te propose de passer à quelque chose de plus calme pour la suite. Long Weekend, sorti en 1978, est effectivement beaucoup plus calme que Psycho Beach Party. Donc c'est un film qui a connu un succès à l'international, mais qui a fait un gros bid en Australie, étonnamment. C'est un film qui dure donc 1h30 et qui est considéré comme une petite pépite du cinéma d'exploitation australien et assez précurseur dans son thème. C'est un film qui a été réalisé par Colin Eggleston. Donc, je sais pas si tu connaissais son travail auparavant. Moi, non. Pas spécialement. Donc en fait, il a visiblement pas fait de film considéré comme un classique à part Long Weekend. En revanche, le scénario est signé Everett de Roche, qui a, lui, écrit Razorback, le film de 1984 sur un sanglier qui fout le zbeul dans l'outback australien. Qui fout le zbeul. Ah, tu veux parler à notre public de moins de 18 ans, là, non? J'essaye de capter un public plus jeune. Qui fout un énorme bordel dans l'outback australien, Razorback. Donc ça aussi est considéré comme un des films cultes du cinéma d'exploitation australien. Mais bref, de quoi ça parle Long Weekend? Ça parle de Peter et Marcia, un couple de citadins qui ne va pas bien du tout, et qui part pour un long week-end, alors je sais plus si c'était 3 ou 4 jours, au bord de la mer, pour un camping sauvage. Ils s'installent près d'une très belle plage, dans un décor qui est en apparence idyllique, sauf que dès le départ, on sent que Maria, elle n'a absolument pas envie d'y aller, et que même si Peter a très envie de jouer les mâles alpha, c'est un gros nul. Il compense clairement quelque chose avec le gros fusil qu'il a acheté avant de partir. Il joue le macho avec sa le femme. Harpon, ouais. Voilà, tout ça, toute une succession d'instruments un petit peu phalliques. Le couple se fiche mais complètement de l'écologie et se comporte vraiment comme des gros porcs. Et à mesure que les tensions vont augmenter entre eux, la nature va petit à petit se venger. Donc tout le film est une grande montée en tension, aussi bien dans les relations difficiles de Peter et Marcia, que dans la menace grandissante que va devenir la nature qu'il y a autour d'eux. Et forcément, l'horreur va peu à peu s'installer, même si ça reste assez soft. Tout est résumé en fait dans la tagline du film. En anglais, c'est « The crime was against nature. Nature found them guilty ».
Désolé pour l'accent, je traduis. Leur crime était contre nature, la nature les a jugés coupables. Ah oui, c'est vrai que c'est très explicite. Mais le film est très explicite. Derrière, il y a un truc, tu soulignais l'importance des armes pour donc le personnage masculin dont j'ai oublié le nom. Ça va être son principal moyen d'interaction avec son environnement, en fait. En dehors de sa femme, évidemment. Mais ça va être son principal moyen d'interaction avec l'environnement, ça va être vis-à-vis de ces armes-là. Ce qui est quand même assez révélateur sur les intentions du film. C'est un film qui a un fort message écologiste. Voilà, c'est martelé dès la campagne de promotion du film et c'est très bien marqué dans le film. Et il y a un truc qui est assez amusant, j'avais relevé ça comme une anecdote qui m'a fait rire. Le chef-op du film racontait qu'il avait été surpris par la météo, qui changeait vraiment en fonction du ton des scènes du film. Un peu comme si la nature leur filait un coup de pouce, leur faciliter le travail pour qu'ils délivrent leur message écologiste. Donc, je trouvais ça assez amusant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est l'interprétation des deux personnages. Je trouve que John Hargreaves et Brionna Beatts sont excellents. Surtout Briony Beatts qui est à la fois attachante et parfois agaçante, mais toujours juste. Et le mépris et la colère notamment qu'elle ressent envers son mari se ressent vraiment très bien. Et John Hargreaves est lui parfait en tant que connard mascu qui a des choses à se prouver. Donc je trouve que le duo fonctionne très très bien. Le film a quelques longueurs, évidemment, mais il a des rebondissements qui sont prenants. Je trouve que l'ambiance d'isolation et surtout la relation pourrie qu'il y a entre les personnages captive tout le long du film. Ouais, c'est un film en gros sur le rapport des citadins à la nature de manière générale et la capacité de destruction sur l'environnement qu'ils vont avoir, parfois sans même s'en rendre, parfois de manière presque volontaire, mais parfois sans presque s'en rendre compte. Ce que j'ai trouvé chouette dans le film, c'est que le malaise s'installe de ceci. C'est-à-dire que le malaise s'installe du rapport des citadins à la nature, et une grande partie de la tension, surtout dans la première moitié du film, une grande partie de la tension qu'on va ressentir en tant que spectateur vient en fait de leur ignorance plus que d'autres choses. Ça va venir de leur ignorance vis-à-vis de la nature, de leur ignorance à comprendre qu'ils sont pas dans leur appartement, qu'ils sont pas chez eux. Il y a des animaux dans la nature qui font du bruit, il y a tout un truc comme ça, et qui vont se sentir en fait agressés par cette nature, et qu'ils vont, parce qu'ils n'y sont pas familiers, et qu'ils vont l'agresser en retour. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. S'il y a de chouettes plans macro aussi, je trouvais ça assez intéressant de finalement prendre la nature, pas forcément juste dans ses, enfin pas de la filmer que dans ses clichés, mais d'alterner des plans larges, des plans de nature assez larges, et des plans macro où vraiment on voit des fourmis, on voit l'utilisation d'une bombe aérosol sur des fourmis. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Il y a un chouette plan sur une Barbie sur la plage à un moment donné. Bref, c'est un film c'est entre le survival, le drame psychologique, je dirais. C'est un film qui est assez hybride et qui tout vise en fait dans le film à soutenir ce propos écologique que j'ai trouvé assez malin, bien que, manquant parfois quand même clairement de finesse, et surtout qui a du mal, je trouve, à se renouveler. C'est-à-dire que tu disais que tu parlais de longueur à un moment donné dans le film. Je suis assez d'accord sur le fait que à un moment donné, le film, on a compris ce qu'il voulait nous dire, et on va nous rajouter des couches, on va nous rajouter des couches, on va nous rajouter des couches, et que ça rend le truc un peu épais, un peu sirupeux, un peu voilà. Mais j'ai trouvé ça très chouette, d'autant plus que les différentes interprétations sur ce qui est en train de vivre le couple, ça reste finalement assez ouvert. On nous fait croire parfois à l'hypothèse surnaturelle, on essaie de nous proposer différentes pistes, on n'oublie jamais, et ça j'ai trouvé ça très cool, on n'oublie jamais la psychologie des personnages et on n'oublie jamais la psychologie du couple, puisque on va quasiment, c'est un film d'isolement, on ne va suivre quasi exclusivement que les deux personnages principaux. Et ouais, donc j'ai trouvé ça vraiment... Et j'étais étonné, je ne le connaissais pas avant de le voir, et j'ai été vraiment agréablement surpris, non seulement par ce propos, mais surtout par la manière qu'il a de nous faire passer ce propos, à savoir de ne pas se créer de frontières et d'utiliser aussi l'horreur des éléments horrifiques pour nous faire passer ce propos écologique. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette.
Moi, je suis tombé sur ce film sur Shadows, puisque donc Shadows, la plateforme de SVOD spécialement dédiée au cinéma d'horreur, a une section film australien. Et en fait, justement, Last Week, je confondais avec un autre film, Long Weekend, pardon. Long Weekend est considéré comme un film de ce qu'on a appelé l'exploitation. C'est des films justement d'exploitation qui sont produits en Australie, on va dire du début des années 70 au milieu des années 80, et qui mettaient la plupart du temps en scène les décors du pays, mais bon, ça englobe vraiment plein de choses, hein. On a du survival, de la série B fauchée avec un peu de cul dedans, des films de grosses créatures, des trucs surnaturels, mais aussi des trucs plus type slasher, sanglant, avec des tueurs bien humains. Donc ce film-là fait partie en fait de ce courant. Et il y a eu un documentaire que j'ai très envie de voir. Du coup maintenant, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y en avait un. En 2009, il y a eu un doc qui s'appelait Not Quite Hollywood, The Wild Untold Story of Ozploitation. Et en fait, c'est un gros documentaire qui revient sur cette période-là du cinéma australien. Donc ça parle évidemment de Long Weekend, mais ça parle aussi de Razorback et de plein d'autres films qui sont sortis dans cette période-là en Australie, qui était un peu, j'ai l'impression, une période faste du cinéma d'horreur australien. D'accord. Et un truc aussi auquel j'étais en train de repenser, que j'avais mis dans mes notes là, c'est que je trouve... Alors, Jaws, c'est 75, Piranha, c'est 78, et là, Long Weekend, c'est aussi 78. Et j'ai presque l'impression que Long Weekend est presque une réponse à Jaws. Je n'arrive pas à le concevoir autrement. Comme je disais tout à l'heure, dans une précédente partie, Jaws, Piranha, c'est la nature hostile. C'est les dangers qu'on peut rencontrer si on a des bébêtes qui sont transformées en monstres, hein, puisque le requin de Jaws est monstrueux, il est transformé en monstre. Les piranhas de Piranha sont transformés en monstres. Là, ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que je l'ai vraiment vécu comme une réponse à ça, en disant non, les monstres sont pas forcément ce qu'on pense, qui est un propos assez simple à développer quand on y pense, mais qui est que j'envisage presque comme un contrepoint à dire non mais attendez, c'est pas le méchant, le requin dans Jaws, c'est pas lui l'ennemi principal, c'est pas les piranhas qui sont l'ennemi principal dans Piranha, ce que Jaws et Piranha faisaient déjà, avaient déjà comme propos de dire que l'ennemi principal c'était le conseil municipal aussi dans Jaws, et les militaires dans Piranha. Ces deux films le faisaient déjà, mais je trouve que Long Weekend apporte, on va dire, cette espèce de contrepoint vis-à-vis de la vision monstrueuse que l'on a pu avoir de la nature dans le cinéma des années 70 et dans toute l'exploitation qui a suivi Jaws. Donc c'est pour ça aussi que je l'aime bien, je pense. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, ou on passe à la suite? Juste préciser au passage qu'il y a eu un remake qui est sorti en 2008 que j'ai pas eu spécialement l'envie de voir. J'ai vu les premières critiques, je suis allé voir quelques critiques sur le film. A priori, ça n'arrive jamais, ne serait-ce qu'à un tiers de cheville de l'original, donc je préférais passer mon chemin. J'ai vu que l'acteur principal était Jim Caviezel, que moi j'avais déjà vu dans un truc qui était aussi un remake pas ouf. Il a joué numéro 6 dans le remake du Prisonnier. Je sais pas si t'avais vu, mais en 2009, il y avait... Ah, j'ai pas vu le remake. J'adore la série originale. C'est pas la peine. Alors, c'est dommage parce qu'il y a Ian McKellen et Ellie Atwell dedans. Donc, Ellie Atwell, qui joue dans la série Marvel sur... merde, j'oublie toujours le nom de cette femme. Ça se passe dans le même univers que Captain America. Je sais pas si tu te souviens. Ah, j'ai pas vu. Je vois la série, je n'ai pas vu cette série. Bah, du coup, il y a cette actrice-là, Ellie Atwell, qui est dedans, et Ian McKellen. Pourrait dire. Agent Carter, c'est ça? Agent Carter, voilà, exactement. Et tu as ce remake du Prisonnier qui est sorti en 2009, qui, j'ai l'impression, a pas spécialement performé, et de toute façon, c'était vraiment pas terrible. Et donc, le Prisonnier avait-il besoin d'un remake? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Et donc, du coup, l'acteur principal de ce remake, c'était Jim Caviezel, qui là, un des rôles principaux dans le remake. Ça m'a pas mis spécialement en confiance non plus, je t'avouerai. Je ne peux que te comprendre. On passe à la suite? Yes. Autre film, alors qui se passe à la plage, mais c'est pas forcément le lieu principal de l'action. Il y a une plage, mais c'est avant tout des vacances. Je vais vous parler maintenant d'Eden Lake, sorti en 2008, réalisé et écrit par James Watkins, qui réalisera en 2012 La Dame en Noir. Je crois que tu l'as vu, Mathias, La Dame en Noir. Avec Daniel Radcliffe. Ouais. Ouais, c'était très sympa. D'accord, tu vois, je l'ai pas vu. Alors, pas un grand film, évidemment, mais c'est... moi, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Avec, il y avait des ambiances gothiques qui étaient assez bien retranscrites. Non, je trouvais les décors très stylés. Quelques scènes vraiment
quelques scènes de montée en tension assez bien foutues, et surtout Daniel Radcliffe qui était dans un rôle... Enfin, je crois que c'était un de ses premiers gros rôles après la saga Harry Potter, D'accord. et qui tenait vachement bien le film. D'accord, très bien. Et James Watkins qui va aussi scénariser la suite de The Descent partie 2, en 2009. Donc c'est un film anglais. C'est un film anglais dans lequel on suit un couple interprété par Kaylee Riley, donc qui joue Jenny, et Michael Fassbender qui joue Steve. Elle est maîtresse d'école et ils décident de s'offrir un week-end dans la campagne anglaise, et si je dis pas de bêtises, je crois que Steve compte demander Jenny en mariage. Dès le début, donc ils partent en voiture, hein. Dès le début, ils se rendent dans un village donc très typique anglais, joli, avec une chouette verdure, de chouettes environnements, jolie maison. Sauf que les gens qui habitent ce village ne sont pas forcément très agréables ni très accueillants. Et nos deux tourtereaux vont peu à peu se faire enquiquiner, voire pourchasser, dans une escalade de violence par des jeunes du coin. Alors ça, c'est le pitch de base. C'est du pur survival, hein. Je dévoile rien, c'est sur l'affiche. Si vous regardez l'affiche d'Eden Lake, vous avez un panneau de signalisation où il y a marqué attention aux enfants. Voilà, vous êtes prévenus. C'est du pur survival. J'ai trouvé ça vachement prenant, notamment parce que le film m'a mis en tous les cas mal à l'aise, une ambiance vraiment malaisante dès le début. Enfin dès le début, dès qu'ils arrivent dans le village. Eux, Fassbender et Kaylee Riley, je les ai trouvés très sympathiques. Eux, ils font le taf. Hein, le film va tourner donc du coup autour d'eux. Le début est évidemment très calme. Hein, c'est un film d'horreur. Puis on va avoir une montée, un crescendo qui va déboucher sur des formes de violence assez extrêmes. D'ailleurs, peut-être mettre un petit trigger warning pour les gens qui seraient sensibles à une forme de violence assez costaud, parce que le film est violent, il est vraiment violent. On l'avait dit dans IFR, sur notre épisode d'IFR sur Midsommar. Midsommar renversait les codes en mettant des images sombres au début pour aller vers le plus lumineux. Je sais pas si tu te souviens, Mathias. Là, c'est strictement l'inverse, en fait. Le film respecte toute une quantité de codes du film d'horreur et du survival pour aller de séquences très claires au début, avec une nature presque accueillante, ensoleillée, hein, alors que je rappelle, ça se passe quand même en Angleterre, pour aller vers le plus sombre, vraiment le plus dark possible. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le film va pas forcément là où on l'attend. C'est-à-dire que j'étais vraiment suspendu au sort des personnages, et j'avais l'impression d'avoir parfois, pas toujours, il y a des scènes un peu attendues, mais parfois du mal à anticiper ce qui allait leur arriver, et le film a le talent de nous mettre dans cette position de ne pas avoir beaucoup d'informations sur ce qu'il y a autour de nos héros, et du coup de prendre peur, de se dire est-ce que derrière ce buisson il y aurait pas un petit truc, et du coup finalement de réussir à maintenir comme ça une tension saupoudrée de moments un peu surprenants. Et du coup je me suis senti finalement assez perdu, un peu comme le couple dans leur environnement. Je me suis senti assez perdu. Alors c'est un film qui, dans son interprétation, peut amener à plusieurs choses, parce que on a alors j'ai lu pas mal de commentaires en me renseignant sur le film, disant que c'est une critique des jeunes voyous en bande, et que on pouvait avoir, je sais pas comment dire, une sorte de vision assez conservatrice, de dire le danger des jeunes, ce genre de choses-là. Je suis pas complètement d'accord avec ces interprétations du film, parce que le film James Watkins en l'occurrence, choisit de faire se dérouler le film en Angleterre. C'est-à-dire que c'est pas un couple de jeunes anglais qui va à l'étranger, qui va dans un pays étranger. C'est pas, ça se passe pas dans un contexte urbain. Ça se passe à la campagne. Et je trouve que ça en dit plus. J'ai vu plutôt davantage une forme de critique sociale d'une forme d'abandon des campagnes. Non pas que les gens, la campagne soient malheureux ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que plus que une critique des jeunes qui manqueraient de repères aujourd'hui ou de choses comme ça, j'y ai plus vu une critique sociale d'une forme d'ennui à la campagne, de campagnes qui sont délaissées comparées aux
au grand centre-ville qui draine toutes les formes de culture, et une critique aussi d'une forme de suivisme peut-être de ces jeunes-là, mais pas forcément de la jeunesse, disons, livrée à elle-même et en manque de repères qu'on voudrait nous décrire. Donc je vous dirais de faire votre propre avis sur le film. Peut-être que vous aurez des informations, des choses à rajouter sur ce que j'ai dit, qui ferait que non, en effet, le film est peut-être un peu conservateur sur certains points. Moi, j'ai plus vu une forme des différences de traitement politique qu'on peut avoir entre la ville et la campagne, et ce qui peut en découler en termes d'ennui notamment chez les jeunes personnes. Et bon, je dévoilerai évidemment pas les plot twists, et je vous laisserai découvrir par vous-même certains des aspects du film, mais je trouve que cette critique d'ailleurs ne tient pas de ne s'attarder que sur les jeunes, parce que on se rend compte dès le début du film, on se rend compte que ce n'est pas que les jeunes. Il y a un climat dans la ville qui dépasse juste le cadre de la jeunesse, et on voit que la jeunesse n'est pas forcément perdue pour les raisons que l'on croit. Donc voilà, j'en dévoilerai pas plus. Je sais pas si je t'ai donné envie de le regarder, Mathias. Tu m'as donné envie, et merci de pas en avoir dit plus, parce que c'est vrai que c'est un film que j'ai pas encore eu l'occasion de voir. Pour tout avouer, je l'avais pas regardé jusque-là parce que j'ai peur d'être vraiment trop mal à l'aise devant. C'est déjà parce qu'en fait, moi, les films d'horreur, quand ils commencent à rentrer dans des choses qui sont très réalistes, des choses qui pourraient nous arriver, ça me met mal à l'aise. Et en l'occurrence, là, ce côté couple qui part en vacances et qui se fait agressé par une bande de jeunes, là, typiquement, c'est le genre de truc où moi, ça me fait un peu peur, parce que je vais me mettre à la place des personnages principaux et m'imaginer avec ma compagne en train de partir en vacances, et qu'il m'arrive la même chose, et je vais vraiment être très mal à l'aise devant le film, je pense. Maintenant, il y a des chances que le film appuie le côté réaliste. Je vais pas te mentir, le film appuie ce côté-là. Donc, psychologiquement, ça risque d'être dur pour moi de le regarder, mais tu m'as donné envie de le voir, et enfin, même avant que tu en parles, c'est un film que j'avais envie de voir, puisqu'il est souvent considéré comme voilà un des excellents films d'horreur anglais qui sont sortis ces dernières années. Maintenant ça fait un petit moment, mais en tout cas je le voyais souvent revenir dans des tops, Eden Lake, et je me disais tiens, il faudrait vraiment que j'aille le regarder. En plus c'est vrai qu'il y a Kelly Reilly et Michael Fassbender. Je crois que le chef, l'espèce de petit chef de la bande, c'est en plus un des mecs qui avait dans Skins. Ouais. Que j'avais vu, donc le mec qui jouait Cook, c'est ça, à partir de la saison 3, et donc lui, voilà, je l'avais déjà vu dans quelques trucs, donc voilà, ça me donnait envie à la base de regarder, mais bon, écoute, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais essayer de le regarder. On va voir comment ça se passe. J'espère en sortir sans trop de séquelles, et je te ferai un retour. Ouais, je suis curieux, tu me diras ce que t'en as pensé, parce que j'ai l'impression que le film concentre un ensemble d'interprétations assez hétéroclites. Comme je t'ai dit, quelque chose d'un peu progressiste d'un côté, sur comme je disais, les différences, la gestion politique pas que de la culture, de tout un tas de choses qui font que parfois il y a un ennui à combler dans certaines zones, et de l'autre côté parfois des interprétations qui vont vers non, mais c'est un film conservateur, mauvaise image des jeunes. Donc je serais curieux d'avoir ton avis. D'accord, ok. Bah écoute, en attendant, on va passer à un autre film, si je ne m'abuse, peut-être le dernier de la liste. Ouais, je crois, le dernier long métrage de la liste. On termine cette série de longs métrages ayant pour thème la plage, les vacances, avec le bien nommé Bloody Beach, sorti en 2000, un film sud-coréen de Kim In-soo, et je ne savais pas, le savais-tu Charles, que les Coréens ont fait des slashers à l'américaine? On pouvait s'en douter un petit peu, mais je suis pas sûr d'en avoir vu tant que ça. Hein. Moi j'en avais vu aucun, tout simplement parce que je me suis un peu renseigné, et en fait il y en a très peu. Wikipédia en anglais, donc qui généralement a un peu plus de références que notre Wikipédia en français, mais qui n'a pas tout évidemment, hein. On recense une dizaine, donc c'est pas mal énorme, quand même. Une dizaine est allée sur quelques décennies du coup, hein, puisque ça commence dans les années 80 et jusqu'à aujourd'hui. Donc sachant qu'au milieu il y en a un où il y a le film et sa suite, tu vois. Ok. Donc, mais tu vois, par exemple en France, est-ce qu'on en a autant? Des slashers à l'américaine, français. Il faudrait qu'on les recense. Mais je pense que en termes de, alors il doit pas y avoir du très bon. Ouais, Brocéliande, on en parlait dans le dernier Bureau des Mystères. Oui, il y a Brocéliande et Promenons-nous dans les bois, c'est vrai, oui. Mais non, bon là, en tout cas, il y en a avait très peu.
Là, en l'occurrence, en Corée, il y en a très peu. Alors, il y aurait peut-être eu plus dont on n'a pas entendu parler en dehors des frontières, ce qui est tout à fait possible. Il y a beaucoup de films sud-coréens dont on n'entend juste pas parler en dehors de la Corée du Sud. Hein. Mais pour résumer, ça reste un genre de film qui est beaucoup plus rare là-bas que, on va dire, le thriller un peu énervé que nous, on peut connaître, ou le drame, ou la comédie. Disons qu'ils ont moins passé les frontières et ils ont, disons que culturellement, on reconnaît moins le slasher comme étant une réussite peut-être du cinéma sud-coréen. Alors que les thrillers, en revanche... Ah, ça, il y a du très très bon, on vous renvoie à nos épisodes. Tu sais que j'ai toujours le DVD de J'ai rencontré le diable chez moi, que j'ai pas encore osé le lancer parce que je sens que je vais être très mal. Mais bon, pareil, c'est un des films que je vais regarder cet été. Bref, on en revient à Bloody Beach. On est quelques années, je crois 4-5 ans après la sortie de Scream, et son retentissement... 3 ans, ouais, peut-être. 3 ans Il est 2000, non, Bloody Beach? Ouais, c'est 97, Scream 96 ou 97, je sais plus. Pour moi, c'était 96. Ah bah, des deux, c'est pas grave. Peut-être je me trompe. Mais en tout cas, ouais, on est voilà, quelques années après la sortie de Scream, qui a eu un retentissement international colossal, et tout le monde veut faire du slasher, en gros. Même les Coréens, d'où ce Bloody Beach qui va vraiment cocher énormément de cases du cahier des charges du slasher à la con des années 90-2000 que moi j'aime beaucoup. Donc un tueur à l'identité mystérieuse mais qui semble lié de près aux victimes, des mises à mort pas très inventives mais qui arrivent à intervalles réguliers, un acting en dents de scie, des personnages qu'on veut voir mourir, et un peu de beaufry pour assaisonner tout ça. C'est vraiment le fast-food du slasher, et ça tombe bien parce que moi j'aime bien les double cheese, même si je regrette un peu après, et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec ce film. Mais je vais peut-être dire de quoi ça parle, ouais, c'est tout bête, hein. Enfin c'est un film que vous avez déjà vu plein de fois je pense. Hein. Dans Bloody Beach, on suit un groupe de 7 jeunes clichés, donc on a la fille qui veut pécho, la fille discrète, la fille un peu garçon manqué, le mec débile, le mec un peu taciturne, le mec détente cool, et le mec en apparence très responsable. Il devait y avoir une 8e personne, une fille, à qui va arriver des bricoles dès la scène d'ouverture, et on va retrouver ce groupe dans une maison près de la plage pour des vacances. Le groupe se retrouve là-bas, et forcément, entre 2 baignades et quelques petits jeux et petites sessions autour du feu à se raconter des histoires, ils vont se faire buter les uns après les autres. La petite particularité du film, c'est le lien entre les personnages. Ils ne s'étaient jamais rencontrés en vrai. Ils ne se connaissaient que sur une chatroom. C'est un des problèmes du film. Exactement. Est-ce qu'il y a des cas de fiches dans le groupe ? Qu'est-il arrivé à Sandmans, l'utilisateur rejeté de la chatroom par les 8 personnages du film ? C'est ce que vous allez découvrir très vite. Le dénouement m'a vraiment surpris par sa simplicité. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus compliqué. Et puis non. Non, moi je m'attendais surtout à... Je sais que j'étais pas sûr, on parle du pitch, j'étais pas sûr de comprendre le pitch, parce que, comme je te disais, un des premiers soucis que j'ai trouvé au film, c'est que ils sont censés se rencontrer pour la première fois. C'est ce que j'avais l'impression de comprendre, mais je ne l'ai tellement jamais ressenti que j'étais pas sûr d'avoir bien compris. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une bande de potes. Ouais, c'est une bande de potes lambda, en fait, alors qu'ils sont censés pas vraiment se connaître. Ils se voient pour la première fois, ils communiquent via leur pseudo, mais voilà, quoi. Il y a juste une petite blague au début en mode « Ah, je pensais que t'étais un mec. » Ouais, voilà. C'est tout. Et après, c'est comme si c'était des potes qui partaient en vacances ensemble depuis l'adolescence, quoi. Ouais. Ils ont l'air de tous se connaître super bien. Et tout ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure pour terminer, où je m'attendais à un truc plus compliqué, en fait, non. C'est parce que je pense que quand on est un peu habitué à des films qui ont des dénouements un peu tirés par les cheveux, on peut facilement commencer à se faire de fausses idées. Et là, en l'occurrence, sur ce film-là, c'est vraiment pas la peine de s'en faire. Parce que... pas du tout. En fait, on se fait nous-mêmes des fausses pistes en se disant ça va être plus compliqué, et c'est pas compliqué du tout. Donc voilà. Et ça, à la limite, c'est pas plus mal. Pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas? Oui, une fin simple, ça peut être du coup étonnant quand on regarde des slashers. Mais bah là, c'était plus décevant que étonnant. Ouais. Mais moi, ce que j'ai surtout trouvé compliqué, enfin, ce qui m'a pas mal rebuté dans ce film, c'est que j'ai eu du mal à le suivre en fait. J'ai eu honnêtement du mal à le suivre parce qu'il y avait une dissonance entre ce qu'on nous disait, à savoir c'est une bande de jeunes qui parlent via juste un chat internet, ce qu'on nous montre, on a l'impression d'avoir juste une bande de jeunes qui se connaît déjà. Complication de la caractérisation. J'avais, comme tu disais, il y a en effet un peu des archétypes de personnages, mais je trouvais que ça ressortait pas vraiment. C'était assez, je trouvais ça assez discret. Alors, j'ai eu du mal à me retrouver entre eux, j'ai eu du mal à accrocher, tout simplement, parce qu'ils font rien pour nous rendre aucun personnage sympathique, mais... Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la caractérisation des personnages, je pense qu'il y a un souci sur le personnage principal. Ouais. Les autres, ils sont tous dans leur espèce de caricature de « je suis le mec cool, je suis le mec responsable un peu sportif, je suis la peste, machin, tout ça ». Par contre, le personnage principal, qui est donc la Final Girl,
et ben en fait c'est le seul qui est moins uniforme quoi, qui a des trucs et on comprend pas d'où ça vient parce que c'est pas exploité plus tard dans le film. Par exemple, je pense que tu fais sûrement référence à ça, on nous la présente comme le personnage typique du slasher de la Final Girl, et en fait elle fait pas que des actions positives. D'habitude le personnage de la Final Girl fait que du positif. Là on la voit en train de prendre son caméscope et de le placer pour filmer les autres meufs qui sont en train de se déshabiller. Ouais, je pensais pas forcément à ça, parce qu'à la limite, pourquoi pas de nous... Bah moi, je me suis demandé ce que ça foutait là, tu vois, je me suis dit, mais attends, d'habitude, le personnage... Tu vois, je me suis même demandé si ça allait être le personnage principal, vu que les codes de ce type de slasher, c'est que le personnage principal, c'est la jeune ingénue plutôt sympathique, à qui, oh là là, le monde s'écroule autour de moi, mais moi, je suis censé être gentil. Et là non, tu vois. Ouais, donc, mais ça, à la limite, pourquoi pas? C'est pas tant ça. Je me suis demandé s'il y avait pas un sous-texte au niveau de ça, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un moment où on comprend que donc le personnage féminin principal a rejeté le mystérieux Sandmans, donc un garçon, et alors qu'elle avait l'air d'être la seule à plutôt bien l'apprécier dans le groupe, enfin ça allait. Et le fait qu'elle filme les filles au début, est-ce qu'on essaie pas de nous faire plus ou moins subtilement comprendre que elle l'a rejeté parce qu'elle est lesbienne? Je sais pas si c'était ça qui était censé arriver. Moi, j'avoue que je l'avais pas vu comme ça, mais non, moi je me suis dit, bah, ça essaie de ça nous mettre juste pour un truc de voyeur, sur l'identité de la personne aussi, sur l'identité de Sandman. Donc non, je sais pas, j'ai vraiment juste du mal à le suivre, en fait. J'ai vraiment honnêtement du mal à en comprendre, avoir le contour des enjeux et à m'attacher finalement au personnage. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il y a des moments où même on peut s'ennuyer par moments carrément. dans le film, parce qu'il y a beaucoup de redites, un peu comme pour Long Weekend, mais dans un autre registre. Il y a des redites de choses qu'on nous a déjà fait comprendre, et donc voilà, c'est un peu long. Il y a notamment une scène de plage qui est interminable, justement pour nous justifier que c'est un film de plage. On a vraiment cette longue séquence à la film de plage américain avec les surfeurs débiles qui font les cons au bord de l'eau, tout ça. Bon, j'ai trouvé ça... Après, on peut lui donner que là, on est vraiment sur de la pure exploitation et qu'il n'y a rien de cynique, tu vois. Il y a pas... C'est vraiment juste, on aime bien ça dans ces films-là, donc on va le refaire. Il y a une espèce de candeur par rapport à la manière de récupérer ces codes-là, qui n'ont rien à foutre à ce moment-là du film d'ailleurs. Mais ce que j'ai bien aimé moi, c'est c'est un film qui est déjà dans son époque, dans son jus, et je trouvais ça assez amusant, le fait que le film s'ouvre sur le délicieux son du modem 56K. Mais vraiment, c'est vraiment le son typique du vieux modem. Il y a les images numériques de câbles ADSL, la chatroom sur laquelle il parle, c'est très MSN avant l'heure. En fait, moi, ça m'a fait un espèce de flashback sur ma préadolescence. C'est-à-dire, littéralement, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tu vois. Mais c'est malheureusement, ça, tu vois, tout ce truc qu'on a là, on nous met la chatroom en avant, etc. Le fait que les technologies sont moins abouties que ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas spécialement exploité. Ils essayent de s'en servir pour apporter quelques moments de doute en nous rappelant qu'ils sont censés pas se connaître, mais ça fonctionne pas parce qu'en fait, dans les faits, nous quand on les voit, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. Je trouve ça dur quand tu dis que c'est pas forcément exploité. Je te rappelle que quand ils sont sur la plage, ils font quand même, au lieu de faire un château en sable, ils font un ordinateur. Donc c'est... Je trouve un peu dur quand même. C'est vrai qu'il y a un ordinateur de sable. Non, en fait, ce film-là, donc c'est pas un très bon film, mais il y a des curiosités comme ça qui surnagent au milieu du film. Moi, je trouve que la première scène de meurtre qu'on a est plutôt efficace aussi, avec les effets, avec les trains et tout. Oui. On a quelques plans que pour le coup, en fait, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné, on va dire, dans le film, c'est que ça alterne entre parfois quand même une profonde... un ennui assez profond ou même des plans très disgracieux avec des bonnes idées de mise en scène. Et je me rappelle par exemple d'un travelling, ils sont tous autour d'un feu, il y a un espèce de travelling circulaire que j'ai trouvé particulièrement stylé, il y a 2-3 trucs que j'ai trouvé vraiment très très cool. Mais alors ça se perd dans un récit qui est qu'on nous fait apparaître plus complexe qu'il n'est, quelque chose d'un petit peu brouillon, mais avec au milieu de ça de bonnes idées de mise en scène, quoi. C'est ça. Et puis sur le fond du film, je trouve que dans le message que ça délivre, c'est pas un message négatif du tout, je trouve même que c'est plutôt positif. Comme d'autres films qu'on a évoqués ici, notamment Last Summer, enfin d'autres films, on évoque les thèmes du harcèlement, de la dépression en filigrane, et déjà du pouvoir destructeur des prémices de réseaux sociaux, puisqu'on est en 2000, on est 6 ans avant le lancement à grande échelle de Facebook, et on commence déjà à avoir ce thème-là qui ressort de est-ce que le harcèlement en ligne
sous-marine, ça peut faire des gros dégâts comme ça. Donc je trouvais ça plutôt bien de le retrouver dans ce film-là. Après, ça va jamais vraiment très loin et tout est très convenu. Et voilà, on comprend que le personnage du tueur a beaucoup plus de problèmes que juste ça. Mais en tout cas, je trouvais ça bien que ce soit à l'intérieur. Voilà, Bloody Beach, vous l'aurez compris, c'est pas un film qu'on a non plus adoré, qui est un incontournable, etc. Mais je trouve que malgré tout, pour la curiosité que c'est... Ouais, c'est exactement ça, c'est le mot que j'avais en tête. C'est un film à découvrir, pourquoi pas pour se détendre après une journée à la plage, si vous avez envie. Puis il y a une scène aussi, on n'a pas parlé, mais une scène de mise à mort assez cool sur le sable, je trouve. Est-ce que c'est vraiment une scène de mise à mort? Ah, ne spoil pas. Mais oui, enfin, j'ai trouvé que la mise en scène... Bah non, mais je trouve que le film est là, pour le coup... il est plutôt bien. C'est quoi l'utilité, quoi? Ah oui, non, mais oui, bah après, mais est-ce que tout ceci n'était qu'un rêve? Ça, tu l'as souvent, c'est vraiment un trope voilà, que tu as dans ce genre de film pour augmenter le nombre de meurtres, en fait. Tout simplement. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que t'as pas un cast illimité, tu veux mettre plus de morts, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu fais des scènes de, ah, mais en fait, est-ce qu'il est vraiment mort? Ou est-ce qu'on se l'a imaginé? Donc voilà, c'est des trucs comme ça, mais bon, ou alors des scènes où le mec est juste grièvement blessé pour qu'on ait une scène de vrai meurtre derrière, tu vois, c'est vraiment une histoire d'augmenter le nombre de scènes horrifiques, mais tout en ayant un cast pas illimité. C'est vraiment ça la seule utilité de ce genre de scène, quoi. Mais donc voilà, c'est un film qui pour moi sentait plutôt bon les vacances, parce que même si elles sont très clichés, et vraiment en fait elles en deviennent même drôles tellement c'est ridicule, les scènes de grosses éclates en bord de mer où ils sont tous en train de s'amuser avant de se faire tuer, ça sent bon les vacances. Ouais, il y a je suis en train de voir dans mes notes, il y a un truc que j'avais oublié de mentionner, mais par exemple, pourquoi faire des images sous-marines quand on n'en a pas les moyens? Mais pour copier les dents de la mer. Ouais, non, c'est même pas pour copier les dents de la mer, là. Non, c'est même pas ça, c'est, à la limite que le film ait un budget amateur, c'est pas grave, c'est normal. Mais pourquoi, à ce moment-là, nous faire des images, on a l'impression, des fois, on est presque, je me demande si c'est volontaire, en fait, de presque nous proposer une esthétique de film de vacances, quoi. Bah c'était pour je pense que c'était pour vendre le film, tout simplement. Si tu fais un slasher quand j'ai classique, film de bon, vacances, il faut c'est trouver film un angle, familial, quoi. hein. Pardon. C'est vrai que j'ai peut-être pas été clair. Ah, tu veux dire sur la scène de plongée sous-marine? Ouais, parce que on a l'impression Oui, d'avoir des images d'un petit documentaire à faible budget qui a juste pu emmener une caméra sous l'eau pour nous montrer les fonds de... Enfin voilà, quoi, c'est vrai que cette scène où on sent qu'ils essayent de nous faire monter en pression, genre quelqu'un va mourir, tout ça. Sacré jeu de mots. Non, ça ne fonctionne vraiment pas. Non, Cette scène-là, c'était une catastrophe pour ça. C'est à aucun moment où tu sens le personnage en danger, alors que le film essaie de dire, regardez, le personnage est en danger. Hein. Donc non, il y a vraiment plein de trucs qui vont pas dans ce film, mais je trouve que c'était quand même assez léger, tu vois, assez pas prise de tête du tout. Tu rentres chez toi, tu te fais une petite fusée, tu te poses dans ton canapé, tu regardes ça. Je trouve ça même une boîte de Solero Shots, tu vois, évidemment. Tu te poses, c'est très retour de plage. Tiens, qu'est-ce que je vais regarder comme truc un peu con ce soir? Je trouve que ça peut passer. Après, très honnêtement, c'est le moins bon film de notre sélection. Ouais, si vous avez d'autres films, si vous voulez regarder un bon film, regardez plutôt un autre film de la sélection que celui-là. Celui-là, on est vraiment pour passer le temps, c'est tranquille, voilà. Et puis encore une fois, je répète ce mot-là, mais c'est une petite curiosité qui peut valoir le coup d'être découverte. Avant de terminer ce nouveau numéro hors série, j'aimerais parler de 2 formats un peu plus courts que j'ai vus, entre 2 films visionnés pour préparer cette émission, que je trouvais plutôt sympathiques. Le premier, c'est The Raft. The Raft, c'est pas un court-métrage à proprement parler, c'est un segment d'une 30aine de minutes qu'on a dans le film Creepshow 2. Je sais pas si tu te souviens des films Creepshow, ce que c'était. Donc là, c'est sorti en 87. Ce sont des films qui sont des compilations c'est un ensemble de petits courts-métrages, c'est des petits films d'anthologie qui sont reliés entre eux par un personnage qui est un petit peu inquiétant, et en fait, c'est censé être des histoires de comics qu'on nous raconte. C'est une espèce d'hommage aux comics d'horreur, en fait, les films Creepshow. D'ailleurs, il y a eu un comics Creepshow qui est sorti après, comme ça la boucle était bouclée. Donc là, Creepshow 2, il y a un segment qui s'appelle The Raft, qui est adapté de la nouvelle Le Radeau de Stephen King, dans lequel on va suivre 4 jeunes cons qui vont se baigner dans un lac en début d'automne. Ils nagent jusqu'à une plateforme, donc c'est ça qu'on appelle le radeau, The Raft, mais en vrai c'est plus une espèce de plateforme en bois que tu as des fois au milieu des bases de loisirs, tu vois. Et ils montent dessus, et ils remarquent qu'il y a une inquiétante flaque noire qui se déplace sur l'eau et qui s'attaque aux êtres vivants. En fait, c'est une espèce de variation du blob
en quelque sorte, que j'ai trouvé plutôt efficace. Et visiblement, la mort des personnages a traumatisé quelques enfants aux États-Unis. Moi, c'est pas mon cas parce que bon, on le regarde avec un autre œil. Forcément, c'est un film de 87, ça a un peu vieilli. Puis en plus, c'était pas hyper bien fait, donc voilà. Mais je trouve que il y a quand même un côté efficace dans ce film, justement dans la manière dont la tension monte et dont les personnages meurent, et ça donne envie quand même de vérifier où on va se baigner. Il y a un petit effet dans de la mer où les gens étaient traumatisés, ils voulaient plus aller dans l'eau à cause des requins, tu vois, ou à cause des piranhas après piranhas. Là, il y a un côté, si je vois une flaque d'huile sur un lac, bon déjà de base c'est crade, donc j'ai pas spécialement envie d'y aller. Ouais, on n'a pas envie d'y aller, ouais. Mais là, en plus, voilà, on est très mal à l'aise, tu vois. On est sur la thématique de la bactérie mangeuse de chair, tu vois. On est un peu sur cette thématique-là. Et l'autre truc, qui n'est pas un court-métrage non plus, ni un long-métrage, ni quoi que ce soit, c'est en fait le 9e épisode de la saison 2 de la série Chair de Poule, Ghost Beach, qui dure 22 minutes. Donc c'est l'adaptation d'un roman dont j'ai parlé plusieurs fois, je crois, alors en off, je sais pas si j'en ai parlé dans l'émission à plusieurs reprises ou pas, mais c'est Le fantôme de la plage, un roman Chair de Poule que j'aime bien parce qu'il a des twists que je trouve vraiment cool et une ambiance de plage qui est formidable. Et bien comme la plupart des romans Chair de Poule, il a été adapté en épisode pour la série. Et donc je vous fais le pitch, on va suivre un duo frères et sœurs qui sont en vacances chez des cousins éloignés de leur père, ils sont à la plage. Ce sont des vacances plutôt sympathiques, mais qui vont vite tourner au cauchemar quand des cousins qui ont leur âge vont leur raconter qu'un fantôme hante la plage. Et il y a tout ce qu'on aime dans les histoires d'été qui font un peu peur. On a la plage déserte, on a la caverne mystérieuse où il y a une lueur qui brille la nuit. On a un peu Club des 5. Exactement. On a le cimetière marin inquiétant. On a des adultes qui semblent cacher un lourd secret. Tu vois, on est vraiment dans cet esprit-là et j'adore le livre original, Le fantôme de la plage. Et cet épisode-là se permet même une fin qui est un chouïa plus crado que dans le bouquin. Donc pour moi, c'est vraiment un parfait retour en enfance. On a l'impression de retourner au temps de KD2A et des minicums en regardant cet épisode-là. Donc voilà, je vous conseille de vous pencher sur cet épisode de plage de Chair de Poule. Écoutez, il nous reste à vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter @IFRpodcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias. Il nous reste à vous souhaiter un très bon été, de bonnes vacances, et à vous dire que peut-être vérifier où vous vous baignez avant de sauter dans l'eau la prochaine fois que vous allez à la flotte.